Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés européens sur leur marque avec un CAC 40 qui va terminer cette séance autour de l'équilibre. Au-delà des 6700 points toujours, les investisseurs qui se préparent à un flux de nouvelles intense et important tout au long de la semaine. On aura notamment sur le front de la macro les premières estimations de croissance pour le troisième trimestre aux États-Unis et en zone euro à partir de jeudi. Nous aurons également de premières estimations d'inflation pour la zone euro en fin de semaine, pour le mois d'octobre, bien sûr, une inflation qui sera au global autour de 4,5% sur un an peut-être pour l'inflation allemande spécifiquement au mois d'octobre. Et puis les réunions de banque centrale qui vont reprendre cette semaine avec le Japon, le Canada et la Banque centrale européenne, notamment la BCE qui se réunira ce jeudi à Francfort. Et puis les résultats d'entreprise avec là aussi une semaine intense puisque nous aurons notamment les publications des GAFAM tout au long de la semaine, à commencer par Facebook ce soir après la clôture du marché américain. Facebook qui est dans une situation assez spécifique de fragilité puisque le titre est quasiment en baisse de 20% par rapport à son sommet marqué début septembre. Nous parlerons de ces sujets dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Donc une semaine clé, vous l'avez compris, pour les investisseurs. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, nous parlerons d'investissement à impact avec une industrie qui s'ouvre à ces stratégies à impact, l'industrie de la gestion alternative, autrement dit les hedge funds. Et un hedge fund à impact vient d'arriver sur le marché parisien. Les équipes d'Atlas Responsible Investors seront avec nous dans le dernier quart d'heure. Son fondateur notamment, Quentin Dumortier, sera avec nous en plateau à 17h45. Des investisseurs donc dans les starting blocks pour digérer toutes les nouvelles attendues cette semaine et au final une séance assez neutre du côté des indices européens. Le résumé complet c'est avec Alix Nguyen. Pas de tendance bien définie pour inaugurer la semaine. La Bourse de Paris évolue sous le signe de la vigilance en attendant les publications d'entreprises de poids lourds de la tech américaine, mais aussi de près de la moitié des valeurs du CAC. Et puis les tensions inflationnistes et la perspective d'un tapering de la Fed sont autant de préoccupations qui collent à la peau des marchés. Pour couronner le tout, cet état général de vigilance se trouve amplifié par la résurgence des contaminations au coronavirus en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne. Allemagne, où le climat des affaires s'est à nouveau dégradé en octobre, l'indice IFO a reculé de 1,2 points à 97,7, soit un plus bas de 6 mois. Sont évoqués le poids des tensions dans les chaînes d'approvisionnement et notamment dans le secteur automobile. Wall Street se montre hésitante à l'ouverture. Facebook sera ce soir la première des GAFAM à publier ses comptes du troisième trimestre. Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple suivront au fil de la semaine. Une attention toute particulière sera faite à Facebook et Alphabet, et ce après les mésaventures du réseau social Snap, dont la performance trimestrielle s'est trouvée impactée par des modifications des règles de confidentialité d'Apple et la baisse des dépenses de publicité des entreprises du fait des perturbations dans les chaînes de production. L'idée d'une hausse des taux vers la fin 2022 se dessine. Jérôme Powell a déclaré vendredi que la Fed devrait bientôt lancer le processus d'une réduction de ses achats d'actifs et d'estimer que les tensions inflationnistes devraient perdurer plus longtemps que prévu. Il a toutefois indiqué que la Banque centrale ferait preuve de patience avant de relever ses taux d'intérêt. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est exprimée hier sur CNN au sujet d'une inflation dont elle anticipe un retour autour de 2% au second semestre 2022. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans touchait un plus haut de 5 mois à un peu plus d'1,7% la semaine dernière. Il se traite aujourd'hui autour d'1,6%. Jeudi se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE. Devraient être abordés les sujets de l'inflation et du programme d'achat d'actifs d'urgence et puis celui du prochain départ du président de la Bundesbank. On attend aussi la première estimation du PIB américain au troisième trimestre. Focus sur quelques valeurs. Aux États-Unis, Tesla est en nette hausse dans le cadre de l'électrification de sa flotte
Hertz a commandé 100 000 véhicules au groupe d'Elon Musk. PayPal progresse de près de 5% après avoir indiqué ne pas être intéressé à ce jour par un rachat de Pinterest. Pour rappel, nous apprenions la semaine dernière que le spécialiste du paiement en ligne était en discussion avancée avec Pinterest en vue de son rachat pour 45 milliards de dollars. Information confirmée par une source citée par CNBC. Pinterest chute de près de 16%. Plus près de nous, les valeurs bancaires et celles liées aux matières premières permettent au marché de se maintenir autour de l'équilibre. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression, alors qu'HSBC annonçait un bond de 74% de son bénéfice trimestriel et d'un prochain programme de rachat d'actions d'un montant d'environ 2 milliards de dollars. Un vert franc aussi pour ArcelorMittal dans le sillage de la fermeté des cours des métaux. Eramet est stable si après la croissance de 34% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le groupe minier a relevé son objectif d'EBITDA pour 2021. Il révèle en revanche que les perturbations liées à la pandémie en Nouvelle-Calédonie n'ont rien arrangé aux difficultés éprouvées quant à son activité de nickel dans le pays. Demain, Orange, Thales et Worldline publieront après bourse. À l'international, on attend au sein du Dow Jones les comptes trimestriels de 3M, Microsoft et Visa. Côté économie, l'agenda sera très américain. À 15h, on prendra connaissance de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers au mois d'août. Et à 16h tomberont les ventes de logements neufs de septembre, l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board d'octobre et l'enquête manufacturière de la fête de Richmond du même mois. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous ce soir, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau de nous accompagner également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes président fondateur d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Orel BGC. Et Alexandre Baradez complète ce trio ce soir en plateau avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG. Parlons des résultats des entreprises, plus spécifiquement des résultats des GAFAM qui vont publier tout au long de la semaine. Donc on parle d'un groupe qui rassemble 25% à peu près de la capitalisation boursière américaine, du S&P 500. Chaque entreprise a ses petites particularités, ses sujets spécifiques. Peut-être le membre des GAFAM qui est le plus fragile aujourd'hui, c'est Facebook, qui publiera d'ailleurs dès ce soir, après la clôture aux États-Unis, ses résultats du trimestre. Facebook, je le disais en introduction, Alexandre, peut-être sur le plan technique, qui n'est pas très loin de basculer dans une situation assez négative de bear market, peut-être. Oui, alors ça, que le bear market, c'est toujours un mot qui fait un peu peur. C'est juste une définition technique. Vous perdez 20% depuis les sommets, vous êtes en bear market, ça ne veut pas dire que vous allez perdre 20% de plus, mais techniquement, vous commencez sur une zone d'alerte, et si vous avez des fonds qui réagissent parfois sur des questions un peu systématiques de niveau de performance, vous pouvez être allégé un petit peu par rapport à des risques. C'est vrai que Facebook, c'est une accumulation de nuages noirs depuis pas mal de temps, mais ça s'est vraiment accéléré là depuis le début d'octobre avec tous ce témoignage d'abord d'une lanceuse d'alerte, c'était complété par un autre témoignage de lanceur d'alerte, donc ça n'a pas trop plu. Toutes les questions un peu de gouvernance, voilà, qui plaisent pas trop. Et puis c'est vrai que un petit peu le coup de massue, c'est Snap finalement, ça vient d'un endroit où on ne l'attendait pas finalement. Mais pourquoi Snap ? Parce que le groupe a carrément mentionné l'impact du changement de politique d'Apple sur la vie privée, ce qui veut dire que les annonceurs se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas forcément auprès de qui ils annoncent et si leur pub est bien vue. Du coup, il y a une petite baisse, en tout cas c'est comme ça que Snap Il faut le rappeler, l'usager d'Apple du système iOS peut en un clic demander à Apple de ne partager aucune de ses données privées avec les applications tiers qui évoluent et qui font du business à travers l'écosystème Apple. Voilà, donc ça remet en cause le marché de la publicité et forcément on a vu qu'après Snap, enfin pas forcément, mais on a vu que les groupes qui ont le plus réagi à la baisse quand Snap a publié, c'est Facebook, c'est Alphabet notamment, tous ceux qui sont très dépendants de ce segment-là. Reste de 5-6% pour Facebook, enfin je veux dire, voilà, c'est significatif. C'est pas une petite baisse, post-market, on se méfie toujours un petit peu des mouvements d'après-clôture, mais on sent quand même qu'il y avait quelque chose qui est passé à ce moment-là. Donc, et c'est vrai que le titre n'a pas réussi depuis même plusieurs semaines à trouver de relais à la hausse. On lâche 17% depuis le sommet, et c'est vrai qu'on arrive dans un territoire qui est un peu dangereux, parce que c'est vrai que les GAFAM, on l'avait dit, ont toutes leurs particularités, mais sur la performance du dernier mois, Facebook c'est moins 10, et face à ça vous avez des Microsoft à plus 5. Donc on sait qu'il y a quand même des thématiques un peu ETF aussi, sectorielles, GAFAM, ça marche souvent en bloc. Là, ça commence à se désynchroniser un petit peu. Ça se fissure. Voilà, ça se fissure, donc c'est à surveiller.
Et donc, oui, même Tesla devient aujourd'hui la 5e capitalisation boursière américaine à plus de 950 milliards de dollars. Ils vont arriver au $1 trillion club, alors que Facebook s'en éloigne un peu plus. Et puis le bruit est très positif sur Tesla. C'est-à-dire qu'à la fois sur le marché européen, sur des contrats, vous l'avez dit dans vos titres, qui ont été passés récemment. C'est vrai qu'Elon Musk aussi fait un peu moins peur. Il a peut-être un peu plus, je ne pas prévisible, mais il a une façon de se comporter qui est peut-être plus raisonnée. Il a ses succès aussi par ailleurs, je pense, qui confortent dans sa vision des choses, dans l'aérospatial ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a tout sourit à Tesla, alors que Facebook, effectivement, c'est vraiment deux trajectoires diamétralement opposées. Donc on comprend bien pourquoi Tesla monte et on comprend aussi bien pourquoi Facebook baisse. Bon, pourquoi Facebook baisse effectivement? Non mais Wilfried, c'est intéressant que Alexandre soulève le warning envoyé par Snap, la maison mère de Snapchat, jeudi soir dernier, enfin vendredi dernier. On pourra parler des polémiques, est-ce que Facebook fait tout ce qu'il faut pour lutter contre les fake news, etc. Mais le cœur du réacteur, c'est quand même la publicité en ligne, et la matière première, c'est quand même les 3 milliards et plus d'usagers du groupe Facebook. On commence à avoir des doutes peut-être sur la pertinence du ciblage publicitaire que Facebook peut offrir aux annonceurs aujourd'hui. Alors, déjà, ces doutes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà quelques mois, en fait, plus que quelques mois, quelques trimestres, que des études américaines montrent que les différents algorithmes de ciblage, puisque la première promesse de la publicité digitale, c'est le ciblage, et le ciblage extraordinairement précis du public auquel vous pouvez vous adresser et du retour de ce public. En disant, avec moi, contrairement à une espèce de panneau que vous avez dans la rue ou à la télévision, vous êtes sûr d'adresser exactement votre cible de clientèle. Or, des études ont montré que les fameux algorithmes, en particulier les algorithmes de Google, avaient un taux de réussite, puisque maintenant, en plus, avec notre expérience vaccinale, on parle de taux de succès, taux de réussite, etc., qui n'est pas du tout de 90 ou 95%, mais plus proche d'un bon vieux vaccin contre la grippe, de 40 à 50%. Et là, c'est plus du tout la même chose. Vous êtes plus prêt à payer la même chose en termes de prix que ce que vous êtes prêt à payer pour un ciblage qui est extraordinairement précis. Donc déjà, il y avait ce sujet-là. L'effet Apple renforce tout ça. Et renforce le fait que, en particulier, Facebook fait partie, dans son business model, dans les plateformes tech, des médias. C'est-à-dire que ce qu'est Facebook, fondamentalement, c'est un média, c'est-à-dire avec du contenu et une audience. C'est pas du tout une plateforme technologique comme Apple, c'est pas non plus un outil de livraison, plus un outil d'hébergement web, plus un outil logistique comme Amazon. C'est pas du tout ça, un supermarché. On est véritablement dans un média. Et donc, ils sont catégorisés sectoriellement parlant, d'ailleurs, dans le secteur de la communication. Exactement, mais communication média. En termes de valorisation, on avait aussi oublié que c'était une valorisation de médias. Et donc ça n'est la prime de valorisation par rapport aux médias tout venant ne vaut que, effectivement, si on a ce ciblage extrêmement précis et qu'on peut valoriser cette base extraordinairement élevée. Il reste quand même, effectivement, des atouts considérables à Facebook, notamment, vous n'avez pas d'équivalent au groupe Facebook aujourd'hui. Mais ils sont vraiment, véritablement sous pression à la fois sur leur business model, sur leur éthique, donc ça commence à faire beaucoup, et sur le fait que quand vous êtes un média qui a 3 milliards d'audience, forcément, le politique vous regarde d'un œil qui n'est pas exactement celui avec lequel il va regarder, certes, le concurrent de Walmart, mais qui n'est que le concurrent de Walmart, finalement. Ça, il sait très bien. En revanche, quand vous êtes un média extraordinairement puissant, il faut que vous soyez irréprochable, à la fois dans votre business, vis-à-vis de vos partenaires, et sur votre public. Et visiblement, ce n'est pas totalement le cas. Et je pense que ce n'est pas aussi nécessairement un hasard si Mark Zuckerberg veut bousculer les choses en changeant le nom du groupe et en basculant justement son métier, de dire, en fait, je ne fais pas des médias, je fais le nouvel Internet, le fameux métaverse, et c'est mon opération de transformation du groupe pour justement sortir de cette valorisation média. S'il reste dans une valorisation média, ça va commencer à être très compliqué. Il faut construire un nouveau narratif. Il faut construire totalement un nouveau narratif. On verra si le narratif se matérialise réellement, si ça devient un vrai business, bien sûr. Mais il y a besoin de créer une nouvelle histoire pour l'action Facebook. Là. Exactement. Google avait commencé à le faire avec Alphabet en disant, regardez, on est un groupe multidimensionnel, etc. Facebook doit absolument le faire, sinon il va se retrouver sous les feux des projecteurs comme un média. Je pense qu'il n'a pas nécessairement envie d'être le média du 21e siècle. 21e siècle, c'est bien, mais média pour lui, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les
fragilité de Facebook, puisqu'il faut appeler un chat à chat, Christian. C'est ce qui est assez surprenant. Alors déjà, à la décharge de Facebook, ça fait plusieurs trimestres qu'à chaque conférence call, ils nous disent « Attention, Apple va nous tuer, Apple nous fait du mal ». Et je suis assez étonné que le marché soit pages dans la presse alertant, c'était en avril, le changement des paramètres de confidentialité d'Apple, mais dès décembre dernier, Facebook menait des campagnes de lobbying dans la presse pour dire « Attention, attention, ce que va faire Apple ». Bon, c'est pas bon pour nous, mais sous couvert de « c'est pas bon pour les petits commerçants qui vendent sur notre réseau », le directeur financier était assez cash. Oui. Le directeur financier le disait cash, en disant que ça allait vraiment peser sur les résultats. Et on est quand même assez étonné que d'un seul coup, le marché se réveille en disant tiens, il y a un problème. On voit qu'il y avait quand même un vrai problème de valorisation. Alors derrière ça, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est en train de se passer. C'est que le secteur technologique, indestructible, toujours gagnant, il commence un peu à craqueler avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on avait la pandémie, qu'on était tous enfermés, c'était le secteur à jouer. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. On a vu jusqu'aux extrêmes, jusqu'aux excès qu'on a eu en termes de capitalisation. Et puis là, on se dit, finalement, là, il commence à pas sortir indemne de l'évolution. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a l'aspect média, et on l'a largement évoqué, l'aspect publicitaire, parce qu'il faut pas l'oublier. Si demain, vous avez des pénuries, c'est pas Amazon qui aura le plus gros pénurie, ce seront les petites PME. Et les petites PME qui n'ont rien à vendre, elles ne vont pas faire la publicité sur Facebook. Donc, il y a quand même un vrai problème qu'on aperçoit que beaucoup de valeurs technologiques sont dépendants du marketing et des dépenses de marketing. Et quand on parle de magasins vides à la fin de l'année, on se dit que c'est peut-être eux qui seront en première ligne aussi parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour faire venir des gens dans les magasins vides. Donc ça, pour Facebook, être allé chercher justement ces petites entreprises, ces petites PME, TPE, en leur offrant justement cet accès publicitaire, ça peut devenir un risque à court terme parce que la conjoncture fait que ces clients-là vont avoir moins de budget. Aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. Je pense que les géants comme Walmart, on a vu Mattel qui avait réussi à détourner des bateaux, à mettre dans des ports et à approvisionner, à faire ses stocks. Bon, c'est pas eux les plus grands perdants. Ça sera vraiment le petit distributeur sur Internet, le petit détaillant. Et lui, il ne va pas dépenser de l'argent s'il n'a pas son magasin plein. Donc, ça peut être une grosse part du business énorme, parce qu'on l'a vu que Facebook a beaucoup communiqué. Vous savez, quand il y avait eu le boycott des géants qui disaient qu'ils ne mettraient plus de publicité sur Facebook. Facebook avait dit même pas mal. Regardez, moi j'ai plein de petites PME. Ils nous avaient donné quelques chiffres. Et en effet, ils n'étaient vraiment pas dépendants. Donc déjà, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on commence à s'apercevoir que l'environnement économique n'est pas si favorable que ça aux technologies. Donc déjà, c'est un premier rappel. Et puis, vous avez eu l'illustration. Alors, c'est intéressant vendredi parce qu'on a Intel aussi. Oui. Intel qui a chuté assez fortement. Et Intel montre qu'il y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Que même Intel, quand je suis un géant Intel, je peux réussir à produire des semi-conducteurs, mais que derrière, moi je vends mes semi-conducteurs à des fabricants de PC, et les fabricants de PC, eux, ont des ruptures d'approvisionnement sur certaines pièces, et donc ils fabriquent moins de PC, et moi je vends moins de processeurs. Donc c'est pas, même si je suis un géant que je maîtrise encore et je suis le premier livré, on s'aperçoit qu'ils peuvent être atteints. Donc là, d'un seul coup, on s'est dit, mais alors... Et Apple et les autres. Apple, on a eu toute l'information de presse, comme quoi ils avaient des problèmes sur la production d'iPhone 13. Donc, est-ce que Apple va aussi maintenir aussi ses objectifs de vente? Donc, on s'aperçoit que finalement, ce secteur technologie, il n'est pas si immunisé que ça. Et je pense que ça peut faire vraiment des rotations sectorielles importantes parce qu'aujourd'hui, on change de thématique économique. On rentre quand même dans une période de contraintes sur l'offre. Qu'est-ce qu'on va vendre? Qui va vendre, qui va être capable de maintenir ses chaînes de production, qui va réussir à approvisionner ses magasins. Et ça, on verra des grands gagnants et des grands perdants. Et on se dit que finalement, le secteur qui était tout le temps gagnant, qui, quoi qu'il arrive, était insubmersible, devient un petit peu fragilisé par toutes ces affaires-là. Je vais le dire brutalement, mais que ce soit Renault ou les groupes automobiles qui se retrouvent aujourd'hui en manque d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs, c'est une chose. Si demain, c'est Apple qui est obligé de réduire ses objectifs de production d'iPhone parce que lui-même n'arrive plus à accéder à suffisamment de semi-conducteurs, c'est une autre histoire, vous dites, Christian. Mais clairement, déjà d'une part, parce que c'est quand même, on a toujours dit que c'était surtout des semi-conducteurs de bas de gamme. Là, on voit que le problème en ce moment, c'est que on a même des baisses de production de semi-conducteurs. On le voit dans les données d'enquête, et ça, c'est quand même assez impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est en amont de la chaîne. C'est au niveau des plaquettes de silicone qu'il y a des manques, qu'il y a des problèmes de production au Japon. Enfin, en gros, c'est une désorganisation totale de la chaîne de production. Et donc, finalement, je vous dirais, la clé, c'est tous ceux qui produisent en Asie.
Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y aura pas une société qui ne sera pas atteinte. Alors, je ne suis pas inquiet pour Apple, on est d'accord. Ça sera sûrement le moins impacté de tous. Oui. Et je pense qu'il peut même gagner des parts de marché dans les smartphones parce que je pense qu'un petit concurrent chinois sera beaucoup plus... servi avant. Apple sera servi avant les autres. Il faut être honnête. C'est le meilleur client du monde. Voilà. On est d'accord là-dessus, on ne va pas pleurer. Hein. Mais en tout cas, ça montre bien à quel point il y a une désorganisation. Donc maintenant, c'est vrai que ça peut faire des rotations sectorielles importantes parce que je vous prends juste une petite idée et on le voit un petit peu. Aujourd'hui, vous vous dites, finalement, je vais peut-être laisser les technologies, je vais peut-être aller sur l'énergie, où on a quand même une belle hausse des prix qui n'arrête pas. Alors, jusqu'où on va aller? Et puis, je vais peut-être aller sur les bancaires, parce qu'il y aura peut-être une remontée des taux longs. On a des banquiers centraux qui changent un peu de fusil d'épaule. Donc, donc ça peut faire des vraies rotations sectorielles. Donc, attention, parce que là, cette publication-là, cette semaine, ça sera soit on confirme qu'il y a un problème dans les techs, soit ils s'en sortent bien. Mais en tout cas, là, ça sera un élément important, à mon avis, pour les rotations sectorielles dans les prochaines semaines. Bon, sur la partie tech, toujours au sens large, Alexandre, Apple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler spécifiquement? C'est vrai qu'il n'y a pas eu de warning officiel, mais des informations de presse suffisamment relayées ont quand même déjà peut-être préparer le marché et le terrain à ce que Apple baisse un peu ses objectifs de production. Puis moi, je veux bien qu'on redise un mot de Tesla aussi, qui est quand même la vedette de cette fin d'année 2021. Oui, alors c'est vrai que, déjà, juste sur Facebook, pour terminer, une chose qui n'a pas été dite, c'est aussi des craintes sur le renouvellement de l'âge de Facebook. Que le problème, c'est que Facebook, Instagram qui a pris le relais, et puis Instagram, on se rend compte, alors là encore, c'est toujours des études qui sortent, des rapports qui montrent qu'il y a des là, c'est même visiblement des documents internes, c'est les Facebook Papers qui ont été relayés, encore une fois, tout le week-end dans la presse américaine. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'inscrivent. Voilà. Les jeunes qui sont présents consomment de moins en moins, partagent de moins en moins leur moment de vie sur Facebook, qui est un média, comme le rappelait Wilfried. Instagram a pris le relais, mais apparemment le potentiel de croissance d'Instagram serait aussi en train de plafonner. Et effectivement, il y a TikTok qui prend des parts de marché là derrière. Donc il y a tout le problème du rajeunissement, et ça touche toutes les boîtes. C'est des problématiques historiques de comment on garde nos clients, on en acquiert de nouveau, les banques ont les mêmes problèmes ou autres. Mais pour Facebook, ça va s'ajouter à ça. Après, c'est vrai que sur Apple, c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'Apple, j'ai pas souvenir quasiment avant chaque publication qu'il n'y ait pas eu un rapport de l'agence Nikkei au Japon qui va nous expliquer attention, problème sur il y aura plus d'iPhone. Voilà. Et ça, depuis que je fais l'analyse, quasiment avant chaque publication, il y a un rapport de l'agence Nikkei qui va nous alerter. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, un rapport de plus. Sauf qu'effectivement, là, les problématiques, on les voit quand même toutes se faire. On voit l'impact que ça a au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et c'est sûr qu'on se dit, est-ce que on voit bien que les gros constructeurs européens, les constructeurs allemands, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais sont touchés aussi. C'est-à-dire que même les cadres de la construction automobile en Europe sont touchés. Donc pourquoi ne seraient pas les cadres de la production tech américaine, par exemple? Donc c'est sûr que cette fois-ci, il y a un petit doute qui est quand même permis. Après, Apple, c'est vrai qu'il n'y a pas que du hardware, il y a beaucoup de services ou autres. Donc c'est ça, je pense que même s'il y a une mauvaise surprise sur Apple, normalement, ça peut faire des vagues, ça peut faire un peu de vol, effectivement, au moment où il y a en plus des questions un peu de rotation, avec les taux qui montent, ceux qui veulent mettre un plus de value, voire deep value, etc., pourquoi pas. C'est moins sur Apple, je serais inquiet encore une fois, parce qu'ils ont une stratégie diversifiée qui a fait ses preuves, qui est bien réussie. Donc, j'ai pas de crainte spécifique sur Apple. J'ai quand même des questions sur Microsoft, finalement. Alors, pourquoi Microsoft? Pas parce que parce que tout va bien, en fait, Microsoft, que c'est un groupe qui vaut quand même très cher, et surtout que graphiquement, c'est juste un aspect graphique. C'est un graphique qui a Amazon, ça latéralise, ça consolide. Facebook, ça corrige. Tesla, ça corrige des phases. Microsoft, c'est une régularité horlogère, beaucoup de buyback aussi, donc à ses rachats d'actions. Et là, c'est vrai qu'on a la fenêtre où il n'y a pas de buyback, comme à chaque publication de résultats. Et pour autant, le titre tient beaucoup, mais à une trajectoire qui est tellement verticale, en fait, boursièrement parlant, qu'on se dit, ça peut tenir, mais à un moment donné, les cours de bourse, normalement, la plupart des gros cours, quand ça monte très de manière exponentielle, il y a toujours une phase un peu de distribution au minimum. Et là, ça, on ne la voit pas arriver sur Microsoft. Donc, c'est plus essayer de devancer les choses en disant qu'est-ce qui, à un moment donné, pourrait faire que, sur une valeur qui est vraiment exponentielle, on commence à avoir des phases un peu plus distribuantes. Moi, je pense que Microsoft profite d'arbitrage assez favorable, parce que Microsoft, c'est toute l'informatique dématérialisée, c'est essentiellement concentré sur les entreprises qui investissent en masse en ce moment et qui continuent d'investir, donc c'est beaucoup moins volatile aujourd'hui. Quoi qu'on en veut, on est obligé de développer son informatique dématérialisée, donc on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui du jour au lendemain. Il y a la Xbox qui va sortir en fin d'année sur la partie consumer.
Franchement, c'est une belle boîte. Enfin, je pense qu'il y a Ils surtout- s'affranchissent des sujets polémiques Ouais, en ce autour des moment, réseaux sociaux. surtout si vous devez mettre X% dans les techs, vous êtes obligé, à mon avis, de repondérer Microsoft. Donc, je pense que justement, c'est plus un signal de faiblesse des techs, pour moi, la performance de Microsoft, parce qu'aujourd'hui, les gérants, ils mettent sur la valeur la plus solide des techs. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite perte de confiance dans les techs. Donc, moi, j'interpréterais plutôt comme des arbitrages. C'est la valeur refuge au sein des GAFAM, Voilà. vous dites. Aujourd'hui, vu la thématique de marché qu'on a aujourd'hui, c'est quand même la plus solide. Ouais. Du coup, l'interrogation qu'on va avoir, c'est effectivement ce qu'on va surveiller, c'est qu'est-ce qu'ils vont annoncer comme rachat d'actions. Parce qu'on voit quand même les projections des économistes analystes, c'est qu'on va repartir sur une grosse vague de rachat d'actions là, cette année. Est-ce que ce sera au rendez-vous, voilà. Parce que là, c'est vrai que le gros moteur des techs, ça a quand même été, qu'on mettait les techs avec ou sans buyback, c'est quand même pas la même chose. Donc la notion aussi de moteur mécanique des rachats d'actions est un élément de soutien important. Je rappelle, là aussi, signe des temps, mais aujourd'hui, Apple et Microsoft sont les deux entreprises qui versent le plus de dividendes en montant chaque trimestre ou chaque année à leurs actionnaires. Et je ne parle même pas des rachats d'actions qui sont évidemment monstrueux là aussi. Bon, encore une fois, sur les techs, moi, je voulais bien qu'on parle de Tesla aussi. Ça fait tellement là. Oui, non, mais le truc de Tesla, ce qui est intéressant, il y a 15 jours, le patron de Volkswagen, alors Volkswagen qui va publier aussi cette semaine, Herbert Diess, qui est complètement obnubilé par le modèle industriel développé par Elon Musk, à tel point qu'il réunit ses 200 cadres top exécutifs pour les motiver un peu. À qui il fait appel ? Elon Musk. C'est Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui est venu inspirer et motiver les 200 top exécutifs de Volkswagen. Tesla, c'est un mix un peu magique. C'est-à-dire, Tesla, c'est à la fois de la technologie, c'est du green, et vous enveloppez ça dans un package Elon Muskien qui fait rêver tout le monde. Donc c'est sûr que globalement, c'est quelque chose qui fait envie. Moi, ce qui m'intéresse dans Tesla, sont les performances véritablement opérationnelles. C'est-à-dire que le véritable doute sur Tesla, ça n'a jamais été ni la technologie, ni la capacité justement à transformer ce qu'était une automobile, mais à véritablement produire autant que les historiques de l'automobile. Sujet industriel. Or, c'est en train d'arriver. Oui. Et donc, on voit par exemple que, en septembre, la voiture la plus vendue sur le marché européen, c'est la Tesla Model 3. Oui. Elle est devant la Volkswagen Golf. Hertz qui fait une commande de véhicules électriques pour sa flotte, c'est 100 000 Tesla. Et c'est pas ailleurs qu'on va les chercher. Exactement. Donc, ça, je pense que c'est important. Et donc, pour le secteur technologique, ce que ça dit, c'est qu'on a mis sous l'ombrelle technologie des choses qui ont des business models et qui ont des cycles de vie qui sont très différents. Vous avez à l'intérieur des médias, c'est Facebook, vous avez Google aussi, un business un peu de médias, vous avez des industriels du green comme Tesla, vous avez des purs acteurs du software comme Microsoft, vous avez un modèle mix comme Apple, et vous avez un modèle super mix comme Amazon. Et je pense qu'effectivement, progressivement, on va voir arriver plus de fragmentation et que l'acronyme GAFAM, qu'on aime bien utiliser, parce que c'est vrai que c'est simple, et puis il y a un côté marketing un peu sympa, un peu ludique, va devenir de moins en moins monolithique. On va devoir distinguer de plus en plus entre les technologies, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce qui me rassure d'une certaine façon, ou ce qui m'interpelle également, c'est que le Nasdaq, globalement, résiste extraordinairement bien. C'est-à-dire que depuis le temps que sur tous les plateaux de la Terre, tout le monde se répand en disant « Attendez, c'est pas possible, en plus, vu le niveau des taux, c'est fini, on ne peut plus considérer le Nasdaq comme étant le refuge absolu et le lingot d'or des marchés financiers en panne de sécurité », en fait, ça fonctionne encore extraordinairement bien. Les supports tiennent les uns après les autres. À chaque fois qu'on se dit « Ah, il y a un véritable danger globalement sur le marché », en fait, ça tient bien. Donc, véritablement, je pense que on est en train de faire aussi la distinction à l'intérieur de ce marché-là. Comment est-ce que tout ceci s'articule dans une nouvelle ère qui est effectivement une ère beaucoup plus de tension sur tout ce qui est approvisionnement. On voit aujourd'hui et même de tensions liées toujours à la pandémie. C'est un terme qui a disparu. Mais pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement ? C'est parce que la Chine reste que le seul pays au monde à être zéro Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont annoncé 25 cas sur le 1,4 milliard de Chinois. Ils ferment tout. Et ils ferment. Je te trais. Et ils ferment des zones, des régions, etc. Et des usines qui peuvent fermer, des ports qui peuvent fermer. Et tant qu'on n'est pas sorti de là, tant qu'on n'est pas sorti de cette incertitude, on va avoir dans les enquêtes d'opinion et dans les résultats d'entreprise des gens qui vont dire
Je ne sais pas, parce que mon fournisseur chinois, le port chinois duquel va partir les terminaux... Peut-être que demain, il sera à l'arrêt. Exactement. Et quand on regarde, par exemple, les délais, pourquoi est-ce qu'il y a des délais ? Il y a des gens qui ont fait des études sur, effectivement, où se situent les différents délais. Et les différents délais, ils se situent à la fois à la production, ça c'est vrai, mais ils se situent dans tout ce qui est logistique, transport, à la fois ferroviaire, routier et portuaire, essentiellement jusqu'au port chinois et après effectivement jusqu'au port occidental. Jusqu'au dernier kilomètre, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Mais si on n'a pas ça, si on ne règle pas à un moment donné la problématique chinoise du zéro Covid, on va vivre dans ce monde-là et donc même les technologies vont devoir s'adapter. Et jusqu'au JO de Pékin d'hiver de février, il n'y a pas de raison que la stratégie sanitaire de la Chine change. Je pense qu'il n'y a aucune raison. La seule raison pourrait être si effectivement, dans les semaines à venir, la Chine annonçait un nouveau vaccin ARN messager chinois et le déployer en masse pour effectivement pouvoir avoir confiance dans le fait que ça allait véritablement marcher. Parce que la problématique de la Chine, il faut pas se mentir entre nous, c'est que leur vaccin chinois contre les variants ne marche pas contre le variant Delta. Et donc, pour ne pas montrer qu'il ne marche pas et qu'ils ont besoin de la technologie occidentale, la seule autre solution, c'est le zéro Covid. Donc, tant qu'on n'a pas une alternative, on va rester là-dedans. Je reviens au problème d'approvisionnement. Non, Christian, parlez-nous de Tesla, parce que, encore une fois, un truc qui fascine le patron de Volkswagen, mais il faut l'expliquer. Il est fasciné par la gestion de la pénurie de semi-conducteurs par Tesla. Il explique à ses équipes. Alors, il y a une couche logicielle tellement performante chez Tesla que, en fonction de là où ils peuvent s'approvisionner en semi-conducteurs, toutes les puces ne se valent pas, de ce que je comprends, évidemment. Ils ont un logiciel qui leur permet de passer d'un type de semi-conducteur à l'autre en permanence. Ce qui font qu'ils ont une agilité, une flexibilité qui leur permet d'aller chercher justement les semi-conducteurs disponibles là où ils sont. C'est une bonne illustration, Tesla, parce que je pense qu'on a tous été, à toujours raisonner en termes de demande. C'est-à-dire qu'on allait voir un chef d'entreprise, on lui disait mais quel est votre marché ? Quelle sera votre demande ? Et puis après, vous produisez, on ne regarde pas. Et là, maintenant, avec cette crise du Covid et cette sortie de crise, il faut qu'on revoie notre modèle et il faut qu'on raisonne en termes d'offres. Et il faut qu'on revoie maintenant qui a les chaînes de production flexibles, qui peut s'approvisionner chez l'un ou chez l'autre et qui n'est pas dépendant à 100% d'un fournisseur asiatique qui lui fait ses puces sur mesure. Et donc maintenant, il va y avoir une prime et ça va être très compliqué pour les gérants parce qu'aujourd'hui, très clairement, au sein d'un même secteur, vous allez avoir des différences en fonction de la capacité qu'auront eu les entreprises à s'adapter. Et Tesla, c'est l'exemple même. Parce que Tesla, c'est d'abord avant tout un logiciel de bord. Et Tesla a toujours voulu avoir les dernières puces sur le marché, les plus performantes. Les dernières technologies. En termes de puces, parce que c'est un ordinateur sur roue, et donc il fallait montrer qu'il y avait une puissance de calcul. Alors que les autres constructeurs, ils disaient, moi, vous me mettez une petite puce qui va faire le chauffage, qui va faire ci, je m'en moque. Et puis vous voyez très clairement le retard qu'ils ont en logiciel par rapport à Tesla. Et donc Tesla a tout de suite raisonné ne pas dépendre d'une technologie, sachant que ça allait évoluer. Et ça, c'est la grande force. Il faut le reconnaître, la grande force de Tesla, avant tout, c'est le logiciel. Parce qu'avec la même batterie, les mêmes quantités de batterie, les mêmes batteries, vous n'avez pas du tout la même consommation d'énergie. Et ça, c'est le logiciel qui régule super bien la charge et l'utilisation des batteries dans une voiture Tesla. Et donc ça, c'est vraiment une force. Et ça, je pense que ça vient du côté très clairement de la Californie. Ça vient qu'on a pris le problème à l'envers des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles, eux, ils font d'abord les essieux, les roues, le moteur. Eux, ils sont partis du logiciel et après, on fera la voiture. Et ça, c'est pour ça que c'est pour moi aussi une SS2I. C'est une société de services. Oui, mais ça devient un avantage et là, par contre, considérable dans une phase de tension et de pénurie comme ça. Que notre crise nous fait raisonner différemment. Encore une fois, c'est aujourd'hui, la clé, c'est de savoir où est l'offre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est sur une offre contre un. Alors, on a toujours dit, l'offre est illimitée. Il y aura toujours plein de Chinois dans le monde qui vous produira tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un problème de demande. Or, aujourd'hui, on a des ménages qui ont épargné, qui ont envie de dépenser. On a des États qui dépensent à tout va et qui font des plans de relance massifs. Donc, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai problème. C'est que les banquiers centraux nous disent toujours que l'inflation est temporaire. Sauf que si le problème d'offre dure, il ne sera pas que temporaire. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui qu'il faut avoir. Donc, quand on va sélectionner les valeurs, et les valeurs qui sortiront gagnantes et qui vont gagner des parts de marché, c'est celles qui maîtrisent leur offre.
le problème de l'offre aujourd'hui ou du déséquilibre offre-demande, il est aussi lié en partie à une demande exceptionnelle, Christian, on est d'accord quand même. Il est lié à une demande exceptionnelle parce D'accord. qu'on n'a pas... Pour les biens notamment. on n'a pas pu voyager, donc on a consommé beaucoup plus de biens que de services. Voilà. Donc il y a eu une déformation du panier de consommation des ménages. On a préservé le pouvoir d'achat des ménages, donc ça joue. Ça, je le reconnais. Mais on voit aujourd'hui que dans les entre 6 à 9 mois, parce qu'ils vont gagner des parts de marché. C'est-à-dire que si derrière, vous appelez Mattel, que vous avez vraiment bien joué et que vous avez vraiment vos stocks qui sont prêts pour Noël, eh ben, je peux vous dire que vous allez bien cartonner aux ventes de Noël par rapport à vos concurrents. Ouais. Donc vous allez gagner des parts de marché. Alors peut-être qu'elles ne sont pas durables indéfiniment, mais c'est quand même un vrai coup que vous faites en termes de parts de marché. Donc derrière, il y aura vraiment des éléments de... Oui, ça fait la différence. Ça crée des écarts. Dans les 6 à 9 mois, ça ne sera pas seulement répondre à la demande, ce sera de garder, voire prendre des parts de marché aux autres grâce à l'optimisation de sa chaîne de production. Et puis dernier élément, ça va complètement remettre à plat les chaînes de production des industriels, parce que je pense que cette crise, ils vont s'en souvenir. Hein. Je pense que vous pouvez parler aux constructeurs automobiles, et les constructeurs automobiles ont compris qu'avoir un seul fournisseur en Asie, c'est pas bien. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir des retours de bâton énormes, où on va diversifier énormément les chaînes de production. On va peut-être se rassembler aussi entre industriels, parce que le problème, c'est que c'était bien d'avoir un seul fournisseur chinois, parce que je lui mettais la pression et je pouvais avoir vraiment un prix. Maintenant, si je suis seulement son 20e son 20e client, oui. Il va plus me traiter de la même façon. Non. Donc il faut se réunir, il faut remettre à plat toutes les chaines de production, et ça, ce sont des vrais coûts de production qui vont augmenter. C'est des frictions, évidemment. C'est des frictions et c'est des vraies remises à plat. Donc je pense qu'on n'en a pas fini de ces histoires de l'offre, et je pense que c'est l'une des grosses erreurs de communication aujourd'hui, tant au niveau des marchés, au niveau des investisseurs qu'au niveau des banquiers centraux. On ne prend pas assez en compte que cette crise Covid a au moins une conséquence, c'est que ça va nous changer le monde et nous changer l'offre et changer énormément la manière de fonctionner les entreprises. Et je pense que ça, c'est pas assez pris encore en compte dans les valorisations. Bon. Christian a ouvert la boîte centrale. C'est parfait. Non, mais il nous reste moins de 10 minutes pour dire un mot. Bon, la séquence reprend. Donc, Japon, Canada, Brésil, BCE, Fed la semaine prochaine. Alexandre, qu'est-ce qu'il va falloir suivre dans les discours de Banque centrale? Alors, c'est vrai que Christian l'a dit. C'est vrai que les banquiers centraux ne diront jamais. Fed, les derniers mots, c'est on ne peut rien. En gros, on ne peut rien faire contre un problème un choc de trop pas assez d'offres et de la demande. Par contre, même si on ne le dit pas tel quel, on peut avoir un discours qui évolue quand même en étant un peu plus faucon. C'était clairement le cas de Jérôme Powell vendredi dernier. Ces mots ont été cette fois-ci bien clairs. Assez logique parce que c'est le début du tapering au mois de novembre, donc il faut bien préparer le terrain et les esprits à cela. Même si le marché, pour l'instant, reste quand même globalement confiant. C'est-à-dire que ses propos étaient bien au quiche, hein, comme ça qu'on peut les appeler, assez faucons. Il a bien dit que l'inflation était largement au-dessus, enfin pas largement, était bien au-dessus de l'objectif, qu'on allait avoir ces prix qui allaient rester une bonne partie du premier semestre 2022. C'est plutôt fin 2022, enfin second semestre que ça allait commencer à décroître. Donc le transitoire, tout de suite, là, il prend 2-3 trimestres de plus, le transitoire. Donc c'est manière de dire les choses. Les taux ne bougent pas beaucoup parce que je pense que beaucoup attendent d'avoir des détails sur le pilotage du tapering. Est-ce qu'on va vite dès le début? Est-ce qu'on fait un début soft et après on accélère beaucoup à plus de 20 milliards les mois d'après? Mais il est clair qu'une partie du marché estime qu'il y a de la place pour 2 hausses de taux, et les scénarios les plus agressifs, c'est 3 hausses de taux. Oui, c'est ça. Le marché dit le tapering, donc là, l'extinction des achats nets en quelques mois, ne sera pas suffisant pour gérer le risque inflationniste. Il faudra embrayer très vite sur des hausses de taux. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qu'on est habitué à la dernière crise, où il y avait eu plus d'un an entre la fin des achats d'actifs, mais la crise d'avant était aussi très différente dans sa gestion, dans son origine aussi. Donc c'est vrai que pourquoi pas innover un peu chez les banquiers centraux en disant oui, cette crise atypique, on a fait tout très vite, donc il faut en sortir très vite aussi, sans forcément que ça fasse trembler le marché. La seule petite inquiétude, c'est quand même toujours sur cette courbe de taux, ce niveau des taux longs notamment, parce qu'on voit bien aussi que les anticipations d'inflation via les break-even, les swaps ou autres, ça ne se stabilise pas, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que le marché continue d'anticiper que l'inflation va croître à moyen terme, et la réaction des taux, même des taux longs, est quand même très mineure. Hein. Alors ça qu'on discutait avant le plateau, est-ce que finalement c'est pas une réaction d'anticipation sur le fait que la politique monétaire va ralentir un peu tout ça, donc le taux n'a pas de raison de monter? On peut aussi dire que le taux est un peu en retard et que justement tout le monde se dit c'est une fonction d'anticipation des effets de la politique monétaire, alors que peut-être effectivement on n'est pas remonté assez vite avant que cet effet se produise en fait. Moi je crains un peu cet effet où à un moment donné on va vite aller chercher les 2%, peut-être sur un mouvement assez rapide, et tant que cette question d'énergie ne retombe pas non plus, ça c'est quand même ce qui maintient les braises au chaud, c'est-à-dire le gaz et le pétrole à $85 aujourd'hui US. Ça réagit pas qu'en septembre où on avait senti un marché plus nerveux, mais justement ça chauffe toujours, les braises chauffent. Et le marché, pour l'instant, s'en accommode. Voilà, donc tant mieux qu'il s'en accommode.
Ça veut dire que les multiples peuvent rester élevés quelques temps, etc. Mais il faut que ça reste comme ça. Juste 3 secondes et après j'arrête. C'est vrai que Christian parlait des chaînes d'auto ou autres. C'est clair que le marché tient bien pour l'instant là-dessus. C'est-à-dire que toutes ces questions, ces thématiques, ils peuvent l'inquiéter. Pas le secteur automobile, mais le marché dans son ensemble. Oui, mais même le secteur auto, et les secteurs auto européens, sectoriellement, l'indice moyen européen, il est assez flat, c'est-à-dire qu'il ne ça baisse plus. Ça baisse D'accord. plus. Malgré des mauvaises nouvelles supplémentaires, vous dites ça a arrêté de baisser sur le secteur il encaisse, automobile. il latéralise, il encaisse, il baisse pas. Wilfried. Bon. Tellement de choses. Non, mais tactique pour les banques centrales, là. Est-ce qu'il vaut mieux être très agressif tout de suite? Il y a une fenêtre de tir ouverte, il ne faut pas la rater, il faut y aller au maximum. Effectivement, s'il y a une chose dont je suis effectivement très heureux, c'est de ne pas être banquier central. Et donc qu'à Dieu ne plaise. Et donc, je ne donnerai évidemment absolument aucun conseil là-dessus. Non, je pense que ce qu'on voit, c'est. Si on regarde par exemple le modèle de taux neutre qui est utilisé par la Fed, qui est le modèle Lorbar-Williams. C'est un modèle de taux neutre qui se fonde sur quel est le taux qui est capable de faire bouger le taux de chômage, qui lui-même sera capable de faire bouger l'inflation. Le fameux NAIRU, le Non-Accelerating Rate of Unemployment. Donc, voilà. Aujourd'hui, le taux neutre utilisé par la Fed, c'est 0. Entre 0 et 0,1. C'est pas du tout 2, 3, 4% comme on l'entend parfois. Le taux neutre utilisé par la Fed, il est disponible, c'est à peu près 0. Donc ça veut dire que vous avez une prime sur le 10 ans de l'ordre de 160, 180 points de base, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Finalement, on est à peu près dans les bonnes eaux. Et c'est totalement logique, compte tenu de ce que regarde le marché, qui est qu'est-ce que regarde la Fed pour prendre ses décisions, que le marché nous dise, finalement, en termes de taux, on est plutôt pas mal, on est plutôt dans la bonne limite. La véritable question, c'est comment est-ce que les pressions inflationnistes vont impacter les discours des banquiers centraux, parce que les discours des banquiers centraux ont une résonance qui est une résonance au-delà de l'économie, au-delà des marchés, qui est une résonance désormais de plus en plus sociale et politique. Donc ça va être de plus en plus dur de dire on ne fait rien. Ça va être de plus en plus dur de dire l'inflation est aux États-Unis 5,4%, peut-être 5,5, 5,6, et je ne fais rien. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à avoir un mode d'action qui va dire je fais quelque chose sans casser la dynamique, et tout en reconnaissant qu'effectivement, par rapport à des problèmes d'offres, les banquiers centraux ne peuvent strictement rien. La chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, en particulier la première banque centrale du monde, la banque centrale américaine, est quand même sous une pression politique considérable. Absolument considérable. Le mandat de Jérôme Powell s'achève en février prochain, et aujourd'hui, on n'a pas de confirmation sur est-ce que Jérôme Powell va être renouvelé ou pas, ou est-ce qu'il va être changé. Non seulement on n'a pas de confirmation, Wilfried, mais toutes les affaires de trading actif des membres du FOMC et de Jérôme Powell, parmi d'autres, font dire même qu'il a peut-être un peu moins de chances que ce qu'on imaginait d'être reconduit dans son second mandat. Il y a cette espèce de doute qui surgit, qui rajoute de l'instabilité. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas le choix et qu'il faudra de toute façon renouveler Jérôme Powell, parce que l'alternative qui serait Lael Brainard, qui est membre du FOMC, qui est encore plus dovish que Powell, Powell est un républicain. Et donc Powell a été validé par le Sénat, 84 voix contre 13. Bon. Donc avec une large majorité également républicaine. Vous agitez Lael Brainard, qui a été conseillère économique de Hillary Clinton, vous agitez le nom Clinton face aux républicains aujourd'hui, vous avez 0 voix au Sénat. 0 voix. Donc il faudrait compter sur l'intégralité des membres démocrates du Sénat. Compte tenu des fractures aujourd'hui, ça me paraît quand même un risque considérable. Et pour ne pas prendre ce risque, je pense que Jérôme Powell sera renouvelé. Mais on le sent qu'il est mal à l'aise également là-dessus. Et donc, c'est son changement de direction qui est très clair. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Alexandre. Vendredi, ça a été extrêmement net. D'un seul coup, pour la première fois, il a dit oui, ça peut durer beaucoup plus longtemps et oui, il faut être beaucoup plus vigilant. Jusqu'à présent, c'était voilà. Donc les mots sont politiques. Donc on va rentrer dans une phase beaucoup plus politique jusqu'à ce que, et j'espère très vite, on dise oui, c'est bien Jérôme Powell qui va continuer. Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur déjà quelque chose qui n'est pas facile, qui est gérer votre mandat à la Fed. Et je rappelle que la Fed, elle a 2 mandats. Elle a le mandat de la stabilité des prix et elle a le mandat d'avoir un taux de chômage minimum. C'est pas facile. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué en fait pour la Fed que pour la BCE. Finalement, la BCE nous dit, j'ajuste en fonction du taux d'inflation. Puis le taux d'inflation pour la BCE peut toujours dire, regardez le sud de l'Europe. Le sud de l'Europe, le taux d'inflation, il est plutôt largement en dessous de 2. Donc, je regarde les gens qui sont fragiles et je m'adapte sur ceux qui sont les plus fragiles. Pour l'instant, pour la BCE, c'est assez simple.
La Fed, ce sera plus compliqué. Donc moi, j'attends de voir. Je veux surtout pas de conseils. Et je pense qu'effectivement, on va commencer à avoir un tapering pour dire je commence. Et puis surtout pas, parce que ce qui a rassuré aussi les marchés, c'est qu'il nous a dit surtout pas de hausse de taux. En tout cas, pas tout de suite. Et c'est ça, je pense aussi, qui a rassuré les marchés en disant Powell reste toujours sur son modèle de je finis. Je regarde, oui, la séquence reste, je remonte les objectifs et valide. si jamais les objectifs sont encore plus hauts, alors je vais réfléchir à augmenter les taux. Donc encore pas tout de suite. Je pense que le marché est un petit peu trop agressif sur les futures hausses de taux. La discussion va évoluer entre le marché et Jérôme Powell. Je vous rappelle la séquence. Donc, on a cette semaine la BCE jeudi et mardi et mercredi prochain la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion de marché en plateau. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Christian Parizeau, président d'Altair Economics et conseiller économique d'Aurel BGC, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion alternative à impact. Et on en parle avec Quentin Dumortier qui est à mes côtés en plateau. Quentin, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors. Nouvelle société de gestion alternative, donc en l'occurrence, on parle d'un hedge fund, c'est comme ça que vous définissez aujourd'hui, Quentin, qui a été fondé en 2019 à Londres. Vous étiez basé pendant longtemps, de longues années, dans le monde anglo-saxon, et vous vous déployez aujourd'hui en France. Vous avez obtenu l'agrément AMF en septembre dernier, je crois, pour Atlas Responsible Investors. Et je le disais en titre, un positionnement assez inédit dans le monde de la gestion alternative des hedge funds, puisque vous voulez être un hedge fund à impact. Non seulement vous voulez mettre en place des stratégies d'impact, mais la société elle-même est une société à mission, de ce que j'ai vu, Quentin, puisque vous êtes labellisé B Corp. Alors exactement. Alors, société à mission, entreprise à mission et la certification B Corp sont deux choses différentes. Donc, nous, ce qui était important, c'est surtout d'adopter en interne les pratiques les plus exemplaires en termes de gouvernance et aussi aligner nos pratiques avec ce que l'on demandait aux équipes de direction des sociétés dans lesquelles nous investissons. Ouais. Donc, effectivement, j'ai lancé Atlas en 2019 à Londres avec un objectif simple qui est de réconcilier impact et performance absolue. Donc, ce qui est un petit peu, je dirais, l'ADN d'un hedge fund. Cette performance absolue qui n'est pas corrélée au marché et, en l'occurrence, sur les marchés actions. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'impact dans le monde des alternatifs, en private equity, en venture capital. Mais effectivement, c'est beaucoup plus rare de retrouver de telles stratégies dans le monde des alternatifs dits liquides, comme les hedge funds. Avec des stratégies emblématiques comme le long short, et c'est une des stratégies que vous développez. On va y venir, mais comment est né justement ce positionnement ? Vous connaissez très bien cette industrie des hedge funds liquides dans le monde des marchés cotés, Quentin, et c'est vrai que cette industrie, jusqu'à présent, s'embarrassait assez peu de cette grande histoire ESG, ISR, impact. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y avait quand même une offre à remplir de ce point de vue-là ? Précisément, en fait, le manque de rigueur parfois autour de cette définition de l'investissement ESG, qui peut prêter parfois effectivement un certain cynisme de la part de certains acteurs de marché, m'a entraîné à réfléchir davantage sur quelles étaient les possibilités, dans notre rôle d'investisseur, de faire au mieux les choses pour aligner du sens avec nos investissements. Et donc effectivement, on voit il y a autant de stratégies responsables qu'il y a de gérants, parfois avec des critères qui sont opposés les uns les autres. La mesure d'impact, les critères ESG sont souvent très difficiles à définir. Et donc j'ai commencé effectivement à travailler sur ces tendances structurelles impact, donc des tendances qui forment la colonne vertébrale de notre portefeuille, en me demandant comment on peut en fait avoir un portefeuille qui soit radicalement aligné entre nos investissements et l'impact que réclament au final nos investisseurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que 75% des Français veulent investir leur épargne de manière responsable. Et pourtant, seulement 17% le font, je crois, d'après un sondage récent. Et donc, d'où vient cette différence entre l'intentionnalité et la réalité ? C'est peut-être aussi un manque d'offres bien expliquées, bien définies, et aussi peut-être un effort de pédagogie encore à mener avec les épargnants. Oui, c'est-à-dire que vous vous positionnez, l'offre que vous développez se positionne comme étant peut-être accessible à tous d'une certaine manière. Là aussi, ça tranche un petit peu avec les stratégies alternatives qui, jusqu'à présent en tout cas, étaient réservées
à des investisseurs institutionnels ou des investisseurs parmi les plus sophistiqués. Là, il y a une vraie démarche d'ouverture d'une certaine manière. Alors, vous faites bien de le mentionner, Grégoire. Effectivement, pour nous, il est important de donner accès au plus grand nombre à cette stratégie de retour absolu, d'où le lancement de notre stratégie sous format UCITS, qui permet à monsieur et madame tout le monde d'investir dans une stratégie de retour absolu, type de stratégie habituellement réservée effectivement aux investisseurs institutionnels dits plus sophistiqués. Et c'est vrai que souvent, on demande à monsieur et madame tout le monde de faire énormément d'efforts sur un nombre de dimensions incroyables dans leur vie. En revanche, du tri des poubelles à l'utilisation de l'avion comme moyen de transport ou même l'utilisation de plastique. En revanche, quand il s'agit de l'épargne, il n'y a pas forcément de solution qui soit aussi radicale que les efforts qui sont demandés à tout un chacun. Je pense qu'effectivement, nous, on se positionne sur ce marché de l'investissement responsable pour permettre l'accès au plus grand nombre, la démocratisation en fait de l'accès à des solutions d'investissement de retour absolu, ce qui est la particularité du hedge fund. Comment vous vous assurez que vos stratégies vont avoir un impact positif sans compromis vis-à-vis de la performance financière? C'est ça la promesse que vous affichez très clairement aujourd'hui, Quentin. Quel processus vous permet justement d'afficher cette intention et cette promesse? Alors tout à fait, c'est la question capitale. Et au final, on a décidé de mettre en amont dans le processus d'investissement la sélection d'un univers d'investissement de sociétés exemplaires. Donc c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de débat au moment où nous prenons des décisions d'investissement entre les caractéristiques dites ESG d'une société et le couple risque-rendement qui pourrait entraîner l'envie d'incorporer une société dans notre portefeuille. Donc le processus est très simple. Nous commençons par déterminer les sociétés qui sont en ligne avec nos 11 objectifs d'investissement responsable. Donc ces 11 objectifs d'investissement responsable qui sont en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies sont des thématiques telles que l'efficacité des ressources, la transition énergétique, l'alimentation durable. Et donc nous sélectionnons toutes les sociétés qui pourraient recouvrir ces thématiques et ensuite nous appliquons de nombreux filtres afin d'arriver à une sélection d'environ 300 sociétés. Notre univers de départ étant de 3000 sociétés. Donc il y a quand même un écrémage au passage. Et un point très particulier, c'est-à-dire que le filtre se fait avec bien sûr de la data extra-financière. Donc nous ne nous reposons pas sur des scores d'agences de notation extra-financière uniquement, mais nous regardons différents types de data. Non seulement la data qui viennent des sociétés elles-mêmes, qui pour la plupart du temps forment la base des dotations extra-financières, mais aussi la data qui vient des parties prenantes de l'entreprise. Donc ça pourrait être les clients, les différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc pour nous, ça apporte une touche beaucoup plus fine dans la compréhension des enjeux. Ensuite, nous appliquons un filtre climatique. Il faut quand même noter que seulement 10% des sociétés du MSCI sont alignées avec les accords de Paris. C'est quand même important de le noter. Mais une fois ce premier travail établi, avec de la data, je pense que la partie capitale en fait, de l'analyse revient au jugement humain. C'est le jugement humain qui nous différencie dans ce processus d'investissement. Et alors, vous savez, nous, les financiers, on a toujours l'impression de tout savoir sur tout et de pouvoir, en 10 minutes, devenir spécialiste en transition énergétique, en carbone, je ne sais quoi. Et moi, j'ai une approche assez pragmatique, en fait, en me disant, il y a beaucoup de thématiques et j'ai beaucoup d'angles morts, en fait, sur ces sujets. Et donc, j'ai confié, en fait, cette partie de sélection des univers d'investissement, des sociétés dans lesquelles nous pouvons investir, à Marie Luison, donc mon associé en charge de l'impact, qui, elle, vient précisément du monde de l'entreprise, avec 20 ans de responsabilité dans le développement durable, et qui est donc beaucoup mieux à même. Il faut le dire, Quentin. Chez Danone, oui, mais c'est pas anodin. Chez Danone, qui est une boîte emblématique en développement durable, et qui du coup a pour mission non seulement de définir cet univers d'investissement, mais aussi de coordonner nos panels d'experts, car sur chacune de nos 11 objectifs d'investissement responsable, nous avons mis en place des panels d'experts de 2 ou 3 personnes qui sont des gens qui viennent de l'industrie ou des chercheurs et non pas des financiers. C'est un point qui est souvent sous-estimé, mais quand on discute avec des investisseurs à impact, engagés, qu'on leur demande c'est quoi les problèmes que vous avez justement pour identifier les sociétés. C'est qu'en fait, il faut qu'on ait des comités d'investissement beaucoup plus hybrides, beaucoup plus mixtes, avec justement ces expertises dédiées à des sujets aujourd'hui qui sont d'une complexité folle. Le climat, évidemment, parle à tout le monde, mais c'est cette idée-là que vous développez. Ce sont des sujets beaucoup trop sophistiqués pour les laisser à la juste aux financiers, d'analystes financiers, ou même en tant que gérant, on va toujours avoir tendance à privilégier
privilégier les couples risque-rendement sur les caractéristiques ESG, ou même on a juste des failles dans la compréhension de ces enjeux, disons-le clairement. Et donc, nous, l'intérêt, c'est de définir en amont cet univers d'investissement et ensuite, attention, là, nous sommes intransigeants sur la sélection des sociétés en portefeuille, justement en fonction des paramètres de risque et retour qui sont en ligne avec ce que nous proposons dans la stratégie. Donc il ne s'agit pas de sacrifier donc la performance sur l'autel de l'investissement responsable. Il faut le redire, ça encore aujourd'hui, Quentin, ça fait une dizaine d'années que je suis le développement de l'ESG, de l'ISR, et je me disais que c'était peut-être plus aussi important à rappeler qu'il y a quelques années. Mais visiblement, si. Écoutez, je pense, nous, notre hypothèse, elle est simple. Au final, on cherche des sociétés qui sont engagées de manière radicale dans des grosses tendances qui vont façonner donc, de manière structurelle le monde dans les décennies à venir. Ces sociétés vont avoir tendance à avoir des trajectoires de croissance plus importantes, plus intéressantes, et le marché aura tendance à attribuer des primes de valorisation à ces sociétés. Maintenant, il faut faire attention, car effectivement, parfois, le marché s'emballe un petit peu et certains secteurs deviennent beaucoup trop valorisés. On a vu le cas des énergies renouvelables, par exemple, l'année dernière. Bon, d'un côté, on a un fléchage effectivement des flux vers des thématiques bien identifiées pour l'avenir, avec ce filtre durable, de la question de la soutenabilité des modèles économiques. Et puis de l'autre, eh ben, on a un assèchement du marché vis-à-vis des entreprises et des secteurs qui ne jouent pas le jeu. Je veux en venir à la stratégie long-short, bien sûr, qui est emblématique de cette gestion alternative, de ces hedge funds, comme on dit dans le jargon anglo-saxon, Quentin Dumortier. Évidemment, vous mettez en place une stratégie, donc, alors je ne sais pas si elle est vraiment market neutre, en tout cas une stratégie de performance absolue, long-short. C'est quoi un long-short à impact, Quentin ? Tout à fait. Donc, tout simplement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de couvrir le risque marché. Afin de pouvoir délivrer des retours absolus, nous devons éviter de nous soumettre en fait aux gyrations à court terme du marché. Et pour cela, nous avons la possibilité de shorter, donc soit des indices, dans quel cas on shorterait l'ensemble des sociétés implicitement qui constituent cet indice, soit prendre des positions short, initier des shorts sur des sociétés qui, elles, ne participent pas du tout à la réalisation de nos objectifs d'investissement responsable. Donc soit des sociétés qui sont dans nos univers d'exclusion, ou des sociétés qui sont engagées de manière beaucoup trop lente, beaucoup trop timide dans leur transition vers de meilleures pratiques. Et enfin, des sociétés qui pourraient prêter le flanc à des controverses, car aujourd'hui, tout le monde aime afficher ses objectifs en termes climatiques ou autres. Il faut remarquer que parfois, il y a un gros écart entre ce qu'annoncent les équipes dirigeantes et ce qu'elles réalisent. Ouais. Et on pense que le marché est de moins en moins dupe. Et donc, pour nous, c'est effectivement une source de short intéressante. Oui, vous dites, alors bon, c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête que dans une stratégie long short, le short a un aspect de couverture important, mais vous dites, on est dans une phase où ne plus investir n'est peut-être plus suffisant. Il faut que le marché, d'une certaine manière, mette la pression un peu plus durement sur certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu, pour dire les choses. Exactement. Ouais. Pour nous, c'est vraiment, en fait... Il n'y a pas d'état d'âme par rapport à ça. Ça participe de l'activisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est un moyen effectivement de mettre de la pression sur les équipes dirigeantes des sociétés dans lesquelles nous initions des shorts. Mais c'est vraiment une forme d'activisme qui va au-delà du désinvestissement, qui au final consiste à dire, bah voilà, on laisse des acteurs moins scrupuleux le loisir d'investir dans certaines sociétés. Nous, on veut vraiment engager de manière directe avec ces sociétés-là. Alors, l'idée, effectivement, encore une fois, est de nous consacrer, en ce qui s'agit des shorts, que dans les sociétés qui sont en manquement vis-à-vis de la transition ou en amont de controverses. Il ne s'agit pas d'aller shorter uniquement sur des histoires de risque-retour indépendamment des politiques donc impact des sociétés. Oui, comme vous êtes très attentif à la partie longue et au filtrage justement de votre univers d'investissement pour les investissements positifs que vous menez, vous êtes aussi très attentif, j'imagine, à la partie short. Voilà, exactement. Exactement. Bon. Et des fonds qui seront ouverts bientôt, c'est ça, Quentin, l'idée Alors tout à fait. Alors pour l'instant, nous gérons depuis donc, le printemps 2019 la stratégie long short.
depuis un an une stratégie long only et nous préparons le lancement de fonds sous format UCITS au Q1 de l'année prochaine afin justement de pouvoir donner accès au plus grand nombre à ces stratégies. Merci beaucoup Quentin. Quentin Dumortier qui venait nous parler donc de cette innovation dans le monde des hedge funds, la gestion alternative à impact, associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Merci. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.